Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h. Voici les titres de ce jeudi 23 novembre. Le président de la République a reçu 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Les ambassadeurs de la Slovaquie, de Hongrie, de Roumanie et de Malte ont présenté au chef de l'État, Alassane Ouattara, leur lettre de créance. Ce jeudi s'est également tenu un séminaire gouvernemental. La rencontre conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly porte sur le registre des personnes physiques pour une meilleure prise en compte des populations dans les programmes nationaux de développement. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales se poursuit. Le dossier de ce 20h est consacré aux ressources animales et halieutiques. Quels sont les défis à relever par la Côte d'Ivoire? Quels sont les efforts consentis pour satisfaire les besoins de consommation? Réponse tout à l'heure. Enfin, au Nigeria, au moins 30 personnes ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires entre agriculteurs et éleveurs. Selon la police nigériane, des agriculteurs ont pris d'assaut 4 villages de Liverpool, tuant femmes et enfants. Soyez les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par le palais présidentiel où le chef de l'État, Alassane Ouattara, a reçu 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Ils sont allés lui présenter leur lettre de créance. Il s'agit des ambassadeurs de la Slovaquie, de Hongrie, de Roumanie et de Malte. Le reportage de Awatouri. Premier ambassadeur de la République slovaque accrédité en Côte d'Ivoire, Peter Olasek, à l'issue de la présentation de ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara, a exprimé sa détermination à œuvrer au renforcement des relations économiques et commerciales entre la Côte d'Ivoire et son pays, la Slovaquie. Nous avons identifié plusieurs domaines de coopération avec Monsieur le Président de la République, notamment dans les domaines économiques. Nous pensons que nous avons beaucoup d'échanges commerciaux que nous pouvons renforcer avec la Côte d'Ivoire. J'ai aussi fait savoir à Monsieur le Président de la République qu'une délégation avec en tête le Premier ministre de la République slovaque se rendra en Côte d'Ivoire pour le sommet et nous attendons beaucoup des échanges entre les continents. La Hongrie ouvre également pour la première fois une représentation diplomatique en Côte d'Ivoire. Son ambassadeur, Andras Nsabo, après avoir présenté ses lettres de créance, a salué le leadership de la Côte d'Ivoire en Afrique avant de souligner la volonté de son pays d'investir en Côte d'Ivoire. Nous connaissons la puissance de Côte d'Ivoire, donc nous tenons une grosse importance d'augmenter les relations avec vous. Donc c'est pour cela que je suis très honoré et touché d'être ici. On a fait une discussion très chaleureuse avec Monsieur le Président. Je lui ai annoncé qu'il y a une grosse volonté de la part de la Hongrie d'investir dans différents secteurs ici, secteur de la santé, l'agriculture. Nous tenons beaucoup à la diplomatie dans le domaine du sport. L'ambassadrice de Roumanie a pour sa part relevé le partenariat de longue date entre son pays et la Côte d'Ivoire. Des liens traditionnels qui placent la jeunesse au centre de toutes les actions entreprises dans le cadre de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Roumanie. Cette année, on a même célébré la 50e anniversaire de notre relation diplomatique. La Roumanie a abrité et éduqué plus de 50 milliers d'étudiants africains. Et la Roumanie continue d'octroyer des bourses annuellement aux étudiants des pays africains. Nous avons aussi un programme de bourses postdoctorales pour les étudiants provenant de pays francophones. Nous avons une forte coopération dans le cadre onusien aussi. Nous avons toujours soutenu et travaillé de concert avec la Côte d'Ivoire pour promouvoir des résolutions. Dernier diplomate a présenté ses lettres de créance, l'ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte, dont la mission en Côte d'Ivoire s'exerce depuis plus de 40 ans dans les domaines de la santé et du secours. Un partenariat que le nouvel ambassadeur de l'Ordre souverain de Malte entend renforcer. Nous sommes très présents par l'hôpital de Bodo, qui a été inauguré par son Excellence le Président de la République
en avril 2015 et nous soutenons environ une petite quarantaine de dispensaires sur l'ensemble du territoire de Côte d'Ivoire. Voilà, donc nous sommes en partenariat systématique avec les autorités ivoiriennes, notamment avec le ministère de la Santé, et nous essayons de développer cette coopération au travers d'activités essentiellement dans le domaine de la mère et de l'enfant, et puis aussi le secours à la personne, puisque l'axe de Bodo, enfin, l'axe Abidjan-Yamoussoukro est quand même un axe fort, un axe lourd, et nous allons essayer peut-être de développer toutes les activités de secours à partir de ce bel établissement de Bodo. Les ambassadeurs de Slovaquie, Hongrie, Roumanie et de l'Ordre souverain de Malte, au thème de la cérémonie protocolaire de présentation des lettres de créance, se sont pliés au cérémonial militaire. Le président directeur général du groupe Orange séjourne en Côte d'Ivoire. Il a été reçu hier par le vice-président Daniel Kablan-Duncan. Stéphane Richard est allé signifier au vice-président ivoirien la volonté de son groupe de renforcer sa présence en Côte d'Ivoire. Plusieurs projets sont donc envisagés, comme nous l'expliquent Mahama Traoré et Jérôme Kofi Aboulé. Stéphane Richard est depuis février 2011 le président directeur général d'Orange, géant français des télécommunications. Il séjourne en Côte d'Ivoire à la faveur de la pose de la première pierre du futur siège de la filiale de son groupe, à savoir Orange Côte d'Ivoire. Leader du secteur ivoirien des télécommunications avec 43% des parts de marché, Orange Côte d'Ivoire entend accroître ses investissements, chose que Stéphane Richard a tenu à signifier au vice-président Daniel Kablan-Duncan. On est un des grands investisseurs de la Côte d'Ivoire. Ça commence évidemment par le déploiement des réseaux. On a aussi beaucoup d'autres actions. On a parlé du mobile banking, du mobile money. C'est un domaine de croissance très fort qui en plus a une grande utilité sociale. On a des projets pour monter plus haut, disons, dans la chaîne de valeur des services financiers sur le mobile, et sans doute à terme de devenir une banque de plein exercice. Il y a beaucoup d'autres domaines, l'énergie, l'action en direction aussi des start-up et d'innovation dans lesquels Orange est très présent et entend faire encore bien plus dans le futur. Selon les chiffres de l'autorité des régulations des télécommunications en Côte d'Ivoire publiés fin juin 2017, Orange Côte d'Ivoire compte plus de 13 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et plus de 5 millions dans le secteur du mobile banking. Ce jeudi s'est tenu au palais présidentiel un séminaire gouvernemental. La rencontre conduite par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly porte sur le registre des personnes physiques. Le gouvernement vise une maîtrise du registre afin de prendre en compte de façon efficace les populations dans les programmes nationaux de développement. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers ont répondu présents ce jeudi à l'invitation du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly. Sur la table des réflexions de ce séminaire gouvernemental, le registre national des personnes physiques. Mais qu'est-ce que c'est? Le registre national des personnes physiques est une banque de données permettant l'identification des personnes physiques qui y sont inscrites. Entre autres avantages, il permet de procéder à une mise à jour rapide et efficace des différents fichiers administratifs tenus par les services publics. Il s'agira de disposer d'un état civil fiable, sécurisé et fonctionnel, d'obtenir un registre national des personnes physiques qui comprendra les Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivant à l'étranger et les étrangers vivant ou de passage donc en Côte d'Ivoire, d'obtenir des outils de mesure de l'amélioration de la définition des politiques publiques et d'accélérer la transition vers l'e-gouvernance. Ce séminaire gouvernemental doit permettre d'approfondir les réflexions sur le sujet et de sortir des procédures de mise en œuvre efficaces. La maîtrise du registre des personnes physiques donnera aussi la possibilité d'une meilleure prise en compte des populations dans les programmes nationaux de développement, rendre plus concret la vision de partage des richesses.
C'est une bâtisse qui fait la fierté des fidèles musulmans de la commune de Koumassi. La grande mosquée de leur cité a été réhabilitée. L'édifice religieux présentant une fière allure a été inauguré ce matin par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La réhabilitation de la grande mosquée de Koumassi a été possible grâce à la volonté des élus et cadres de la commune. Des bonnes volontés ont aussi apporté leur contribution. Je vous invite à présent à faire un tour au Sahara, au Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques qui se tient en ce moment à Abidjan. Notez qu'un pacte de financement du PNIA, deuxième génération, Programme national d'investissement agricole, a été signé hier par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et toutes les parties prenantes à ce programme d'investissement. Cheikh Koné pour les explications. À travers ce pacte de financement, le gouvernement, les partenaires au développement, les acteurs du monde agricole s'engagent à respecter leurs promesses pour la mise en œuvre parfaite du Programme national d'investissement agricole, PNIA de deuxième génération. Cet engagement est l'aboutissement d'un travail acharné et une implication forte du gouvernement pour le développement du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Premier ministre. Nous avons toujours bénéficié de votre conseil et de vos orientations. Nous n'avons pas de doute que comme la première génération, la deuxième génération du Programme national d'investissement agricole pourra donner des résultats satisfaisants. L'innovation majeure dans la mise en œuvre de ce PNIA de deuxième génération est la forte implication de toutes les parties prenantes au développement du secteur agricole, à savoir les organisations agricoles, les institutions sous-régionales, le secteur privé, ainsi que les partenaires au développement. Une démarche fort appréciée de ces acteurs qui reconnaissent tout de même que des défis majeurs restent à relever dans ce nouveau départ. Une mobilisation encore plus forte des ressources et des financements, particulièrement de l'État et du secteur privé, des innovations institutionnelles pour une coordination plus efficace des différents sous-secteurs et des acteurs, le renforcement des mécanismes de suivi et évaluation des résultats et de collecte des données sur l'agriculture. Se félicitant de l'importante contribution des partenaires financiers dans la mise en œuvre du PNIA 1 et le renouvellement de leur engagement pour le PNIA 2, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a rappelé les objectifs stratégiques du dit programme. Fixer les paramètres d'un partenariat à moyen et long terme dans le secteur agricole. Spécifier les principaux engagements de la part du gouvernement de Côte d'Ivoire et des partenaires au développement. Clarifier les attentes des acteurs du secteur agricole et agroalimentaire afin d'assurer une mise en œuvre réussie de PNIA 2. Pour ce faire, Amadou Gon Coulibaly a rappelé le rôle primordial que devra jouer le secteur privé dans le financement du secteur agricole. Un engagement qui sera accompagné d'une forte volonté du gouvernement à jouer sa partition. Pour sa part, le gouvernement s'engage à augmenter progressivement les ressources budgétaires allouées au secteur agricole pour atteindre à l'horizon 2025, un taux d'environ 9 à 10%, et nous ferons l'effort, dès l'année 2019, de faire un peu plus que ce qui est prévu dans le budget 2018. Prévu sur la période 2018-2025, le PNIA 2 va nécessiter un investissement de 11 milliards 900 millions de francs CFA. Après la cérémonie de signature, le Premier ministre a visité les stands du Sahara 2017 pour apporter son soutien aux participants. Au pôle produit, le chef du gouvernement a eu l'agréable surprise de rencontrer l'ex-ministre des Transports, Gaussou Touré, aujourd'hui acteur dans la transformation de l'anacarde. Nous avons un autre stand qui présente les produits et les différentes actions que nous sommes en train de poser aujourd'hui pour le développement de l'agro-industrie au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons une usine de traitement des noix de cajou à Odjené. Plusieurs stands et autres pôles d'exposition ont reçu la visite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. 4 accords de financement de plus de 126 milliards de francs CFA ont été également signés hier au Sahara entre le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Coulibaly Sangafoua, et les directeurs généraux des groupes privés étrangers. Il s'agit de financement de la filière riz qui favoriseront notamment 700 emplois directs. On en sait plus avec Cheikh Koné. 126 milliards de francs CFA, c'est le montant global de ces 4 accords cadres signés en faveur du développement de la filière riz en Côte d'Ivoire.
Cet important investissement est le fruit d'une coopération équilibrée entre acteurs privés et publics. C'est un grand jour pour la Côte d'Ivoire. Today is a milestone for Côte d'Ivoire. C'est un grand jour pour l'agriculture ivoirienne. Il y a un engagement fort des partenaires privés pour le développement de l'agriculture en Côte d'Ivoire. Ils ont pris vraiment des engagements forts. Ils ont qu'effectivement, ils vont s'intéresser de manière forte, faire des investissements, développer l'agriculture en Côte d'Ivoire pour qu'on soit autosuffisant, vraiment dans des délais très très courts. Ces investissements débuteront en 2018 dans plusieurs régions productrices de riz, notamment dans le nord-est, le centre-ouest et l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils consisteront en la production, la transformation et la commercialisation du riz blanchi. PG Trading & Co, c'est un groupe ivoiro-allemand qui intervient dans l'agriculture. L'investissement va se consister dans la production du paddy, dans la transformation et la commercialisation du paddy. À terme, ces investissements permettront à la Côte d'Ivoire de bénéficier d'une production rizicole additionnelle d'1,16 million de riz blanchi, avec à la clé la création de plus de 3 millions d'emplois indirects et 700 emplois directs. Pour rappel, depuis plusieurs années, en matière de production rizicole, la Côte d'Ivoire est toujours dépendante d'importations massives de riz. La production actuelle se situe à 1,4 million de tonnes de riz pour une consommation annuelle de 2,5 millions de tonnes de riz. Et on reste au Salon international de l'agriculture et des ressources halieutiques dédié ce jeudi à la production animale et aux ressources halieutiques. Le ministre Kwasi Ayoumani a dévoilé au public le plan stratégique de développement de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture. C'est un plan de réhabilitation et de développement des infrastructures de transformation et de commercialisation des produits viande et poissons. Le reportage de Francis Boifo dans nos prochaines éditions. Justement, le dossier de ce 20h est consacré aux ressources animales et halieutiques. Quels sont donc les défis à relever par notre pays, la Côte d'Ivoire? Quels sont les efforts consentis pour satisfaire les besoins de consommation en viande et en œufs? Élément de réponse avec Francis Boifo. Abattoir de Port-Boué. C'est ici que déchargent tous les camions de bétail en provenance des pays de l'Interland pour l'approvisionnement en viande des marchés du district d'Abidjan. C'est que la Côte d'Ivoire est dépendante en protéines animales depuis l'indépendance en 1960, malgré les nombreux efforts consentis par les autorités. Première action majeure en 1970, la création de la Société de développement des productions animales SODEPRA. Elle était chargée de la recherche-développement, de la vulgarisation, de la conception et de la mise en œuvre de tous les programmes et projets du secteur des productions animales. En 16 ans, soit de 1974 à 1990, la SODEPRA a permis d'augmenter l'effectif des petits ruminants et des bovins à travers les ranches et stations d'élevage. Par exemple, de 356 770 têtes de bovins en 1974, l'on est passé à 1 035 000 têtes en 1990. Malheureusement, plusieurs événements vont perturber le bon fonctionnement des ranches et stations et baisser la capacité de production nationale. D'abord, c'est la dissolution de la SODEPRA, puisque tout ça, c'était englobé à l'intérieur de la SODEPRA. Après, ces structures ont fonctionné sur une autre entité. Mais le coût énorme, c'était en 2002, lorsque ces structures qui ont été créées, où il y a eu des centaines de milliards qui ont été investis pour pouvoir mettre à disposition qu'on appelle de la protéine animale et transformer le système de production. Et toutes ces structures-là ont été détruites. Passées les années de crise, le gouvernement décide d'impulser une nouvelle dynamique au secteur des ressources animales et halieutiques. Plusieurs projets sont initiés. Nous sommes en 2011. Il y a 2 stations en priorité, la station de Toumodi et la station de la ferme sémencière de Badika. Et ces 2 stations ont passé en PPP. Et en donnant ce coup de fouet, déjà, et aussi en donnant un certain nombre de ressources au niveau des ranches de stations, ça nous a permis d'avoir un certain nombre de résultats qui sont le croisement de la race Ndama avec la Montbéliade et le croisement de la race Ndama avec la Holstein, qui est une race qui est mixte, viande de lait, et la Holstein qui est une race laitière. Et en matière de lait, on a des animaux qui sont passés de 1 litre à 10 litres. Et on peut voir au niveau d'un certain nombre d'élevages en Côte d'Ivoire, il y a eu un impact au niveau de la mise en place des pâturages artificiels, la formation des étudiants, l'insémination au niveau de certains élevages, ainsi de suite. Ça a permis vraiment d'avoir un impact. C'est pour ça que dans cette même continuité-là, on a lancé une grande campagne d'insémination artificielle au niveau du milieu rural. Autant de projets qui ont augmenté la capacité nationale de production
de petits ruminants et de bovins. Mais la Côte d'Ivoire reste dépendante de bétail vif et d'abats des différentes espèces animales, bovins, ovins, porcins. Le pays importe 55% de ses besoins en viande et 83% des produits laitiers. Le grand défi reste l'encadrement des éleveurs. Nous allons réveiller toutes ces structures qui vont prendre une autre allure. Nous avons 2 textes pour créer 2 agences. L'agence pour l'aquaculture et la pêche et l'agence qui va se charger, bien sûr, des élevages, donc permettre qu'il y ait un encadrement efficient sur le terrain de tous les éleveurs de Côte d'Ivoire. De nombreux défis également au niveau des ressources halieutiques. La Côte d'Ivoire importe près de 300 000 tonnes de poissons par an, soit plus de 80% de sa consommation. Le ministère des Ressources animales et halieutiques veut réduire ce déficit. Il multiplie les projets. Ce sera un partenariat public-privé pour gérer nos stations d'élevage. En la matière, il y a beaucoup d'opérateurs économiques, de partenaires au développement qui nous sollicitent pour travailler avec l'État de Côte d'Ivoire dans cette perspective. Et très bientôt, nous aurons donc une table ronde pour définir les modalités et également le contenu donc, de ce partenariat-là. Concernant le secteur de la volaille, le pays couvre plus de 95% de ses besoins en viande et est autosuffisant en œufs. Le souhait des autorités, satisfaire les besoins de consommation en protéines animales et halieutiques et réduire le prix du kilogramme de viande de bétail et de poisson. Nous partons pour Bonn, en Allemagne, qui vient d'abriter la COP23, la conférence des parties sur le climat. La Côte d'Ivoire, représentée par le ministre Anne-Désiré Oloto, a procédé à la signature des mémorandums d'accord de la Convention des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage sur les requins et les rapaces avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Grace Kando revient de l'Allemagne. Signature des mémorandums d'accord de la Convention des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage sur les requins et les rapaces entre l'État de Côte d'Ivoire et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Cette convention est une plateforme pour la conservation et l'utilisation durable des animaux migrateurs et de leur habitat. Pour la ministre Anne-Désiré Oloto, les espèces migratrices doivent être au centre des débats sur les changements climatiques. Ce sont des espèces qui sont vulnérables au changement climatique et qui nécessitent donc une protection particulière puisqu'on y gagne tous, n'est-ce pas, notamment en matière de pêche durable. Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire estime qu'il est temps de s'engager auprès donc, des autres pays qui ont franchi le pas après la ratification donc, de ces conventions. Pour la préservation et la réhabilitation des forêts ivoiriennes et ghanéennes, les 2 ministres des eaux et forêts ont signé une convention avec l'industrie du cacao et du chocolat. Il s'agit d'un cadre d'action commune portant sur plusieurs engagements, notamment le respect des droits des producteurs du cacao et la promotion de la restauration et de la conservation sur le long terme des parcs nationaux et réserves, ainsi que des forêts classées. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir le 5e sommet UE-Union africaine les 29 et 30 novembre prochains. Avant l'événement, se tient demain la conférence des vendredis de la commission de l'UA à la caisse de stabilisation au plateau. Notez que les vendredis de la commission offrent au public une occasion d'échange d'informations et de recherche de solutions liées aux problématiques sociales, politiques et économiques que connaît le continent africain. Le thème qui sera débattu, la coopération Afrique-Europe, résultats, défis et perspectives d'avenir.
Après le retour au pays lundi dernier de 155 Ivoiriens en situation de détresse en Libye, plus d'une centaine d'Ivoiriens, 166 au total, sont arrivés hier. Le ministère de l'intégration africaine en charge des Ivoiriens de l'extérieur poursuit donc l'opération de retour volontaire organisée en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Herman Guivet a suivi leur arrivée hier. Le regard tourné vers une rangée de migrants, Dando Sokadi cherche sa petite fille. Nous n'aurons pas le plaisir de filmer la scène de retrouvailles, ce qui n'enlève presque rien à la joie de la grand-mère de retrouver sa petite fille. Moi là, je salue bon Dieu, je remercie bon Dieu, je remercie Alassane Ouattara, ce qu'il nous a fait là. Je me couche à la maison, je ne dors pas. Depuis ma fille est partie, elle est morte, elle est là, je ne sais pas. Arrivé sur le coup de 19h55 à bord de cet avion, 5 minutes plus tard, le premier d'entre eux donne le temps de la descente. Certains parmi eux ont même du mal à descendre l'échelle de coupé. Ils resteront solidaires jusqu'au bout. Capuche sur la tête, visage couvert pour certains, regard dévoilé pour d'autres, la profondeur d'un regard qui est à la mesure de l'horreur côtoyée au quotidien. 166 migrants ivoiriens de retour, grâce à l'étroite collaboration entre le gouvernement ivoirien, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et l'Union européenne. Ça fait vraiment un petit bout de temps qu'on travaille dessus avec les autorités ivoiriennes pour faciliter ces retours volontaires. Donc là, je suis vraiment très contente. C'est le deuxième vol qui a pu rentrer. Il y a une équipe de psychologues qui est ici pour accueillir les migrants. Il y a des travailleurs sociaux, il y a le SAMU qui est là si jamais il y a quelque chose. Il y a des infirmiers si jamais il y a quelque chose. Donc on essaye vraiment, le premier temps, c'est vraiment la prise en charge des besoins immédiats. Ça ne s'arrête pas à un vol, mais c'est un vrai travail de réintégration et de réinsertion qui va être fait ensuite, un vrai travail social au-delà du travail humanitaire qui va être conduit pour aider ces migrants à reprendre et à retrouver une vie normale. Venu spécialement les accueillir, le ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a à ses côtés le lead vocal du groupe Magic System, Traoré Salif. Le président de la République, homme de vision, a fixé comme objectif celui de faire rentrer en Côte d'Ivoire tous les Ivoiriens qui le souhaitent et qui sont en situation de détresse à l'extérieur, comme c'est le cas actuellement en Libye. Nous n'avons pas attendu les révélations faites par une chaîne de télévision étrangère pour procéder à cette opération d'évacuation volontaire d'Ivoiriens pris dans le piège libyen. Il est important que les autorités libyennes prennent leurs responsabilités. Il ne saurait avoir de sanctuaire pour les manquements aux droits de l'homme. Ces personnes bénéficieront d'un hébergement d'urgence pour quelques jours si nécessaire et d'un appui symbolique. Elles pourront également s'inscrire dans le projet de réintégration et de réinsertion du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne mis en œuvre par l'OIM pour les financements de projets collectifs ou individuels. Le cauchemar libyen est désormais loin derrière. Il leur appartient à présent de choisir une nouvelle trajectoire afin de ne point retomber dans les mirages du désert libyen. Les membres du nouveau bureau du conseil d'administration de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, et du comité de contrôle sont en formation à Grand-Bassam. Ils s'initient aux dispositions réglementaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine relatives à la mutualité sociale. À l'étranger, au Nigeria, au moins 30 personnes ont perdu la vie dans des violences intercommunautaires. Il s'agit de conflits entre agriculteurs et éleveurs, portant notamment sur l'accès à la terre et à l'eau. Selon la police nigériane, des agriculteurs de l'ethnie Bachama ont pris d'assaut 4 villages d'éleveurs, Peul, tuant femmes et enfants. Au Zimbabwe, Emerson Mnangagwa prend les rênes du pays demain vendredi. Réfugié en Afrique du Sud au lendemain de sa destitution de son poste de vice-président, Emerson Mnangagwa succède à Robert Mugabe qui a démissionné mardi de ses fonctions de chef d'État après 37 ans. Mais qui est le nouvel homme fort du Zimbabwe? Son portrait signé Sidonie Davila.
Sa déchéance n'aura duré que quelques jours. De la vice-présidente du ZANU-PF, Emmerson Mnangagwa a été l'un des premiers compagnons de route de Robert Mugabe. Il occupait une position stratégique au moment de l'indépendance de la colonie britannique en 1980. Figure politique majeure au Zimbabwe où il s'est battu pour la libération avant l'indépendance des années 1980, il est devenu par la suite un proche allié politique du président Robert Mugabe. Il faisait partie du mouvement de libération et s'est battu aux côtés de la plupart des généraux actuels de l'armée. En tant qu'un des principaux dirigeants de l'Association des anciens combattants et numéro 2 pour succéder à Mugabe, son avenir semblait tout tracé. Victime des ambitions politiques de la première dame, Emmerson Mnangagwa a été limogé de la vice-présidence du pays le 6 novembre dernier et perdait ainsi son statut de dauphin naturel du chef de l'État. Emmerson Mnangagwa, 75 ans, qui sera investi demain vendredi président par intérim du Zimbabwe, avait fui le pays pour l'Afrique du Sud pour ne revenir que le mercredi dernier. Emmerson Mnangagwa, celui que l'on surnomme le crocodile qui s'apprête à succéder à Robert Mugabe à la tête du Zimbabwe, a salué mercredi le début d'une nouvelle démocratie dans son premier discours. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci à vous tous de votre aimable attention. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.